Oui, bonjour. Maintenant, nous allons souhaiter la bienvenue à Dr Heidi Cram. Dr Heidi Cram est ergothérapeute et professeur agrégé à l'école de réadaptation de l'université Queen's. Elle mène des recherches de troubles de stress post-traumatique. Elle travaille avec les familles de militaires et les équipes de first responders, des premiers intervenants. Dr Cram, vous avez la parole. Bonjour tout le monde et merci de me recevoir. Je suis très heureuse de pouvoir prendre la parole avec vous aujourd'hui. Merci pour cette présentation. C'est un honneur de faire partie de cet événement. Pouvoir travailler sur les familles de vétérans. Maintenant, j'aimerais rentrer sur les questions de recherche, la recherche clinique, l'aspect recherche, l'aspect clinique. Cela est très important, comprendre comment les familles peuvent évoluer dans cet environnement et comment les familles euh, ont besoin d'une démarche particulière concernant l'impact euh, des activités militaires pour leur famille et également comment cela peut avoir un impact euh, pour les familles. Ça n'est pas pour moi quelque chose de facile, mais j'aimerais revenir sur quelques points historiques parce que j'ai travaillé d'un point de vue clinique dans le domaine, l'Ontario, dans le domaine psychiatrique. Je n'avais pas une grande connexion avec la communauté militaire, mais dans mon environnement, il y avait, dans mon environnement professionnel, un lien avec les questions de santé mentale pour les militaires, pour les anciens soldats, les vétérans. Donc cela a commencé il y a 10 ans. J'ai eu l'opportunité de travailler sur les familles d'anciens combattants. Comme vous le savez, peut-être, le fondateur de l'Institut canadien pour la recherche pour la santé mentale des anciens combattants, il travaille sur ces questions familiales. C'était une grande chance pour moi de pouvoir travailler et de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice dans le cadre de mes recherches. Donc, j'ai envie de dire que je suis un intervenant parmi de nombreux intervenants. Donc, j'ai toujours essayé de comprendre qu'est-ce que nous savons, qu'avons-nous compris de cet environnement dans le cadre de la santé mentale des anciens combattants. Il y a un premier volume et mettre l'accent sur la famille des anciens combattants. Et c'est un petit peu l'alpha et l'oméga de mes recherches, de ma recherche, essayer de comprendre l'intérêt de ces questions. Il y a énormément de travail qui est réalisé. Il y a l'aspect social, bien évidemment, l'aspect gouvernemental, mais parfois nous n'avons pas suffisamment de recherche. Avec beaucoup de collègues, plusieurs collègues, nous avons travaillé sur ces questions. Les familles sont impliquées dans le journal sur lequel nous travaillons. Il est disponible gratuitement à tout le monde. C'est un journal pour les anciens combattants, leurs familles, pour le bien de leur santé mentale. Donc nous avons noté une croissance des recherches euh, concernant les questions de famille grâce avec cette revue sur laquelle nous travaillons. Et cela revêt un intérêt tout particulier, tout particulier. Lorsque l'on parle de recherche, il n'y a rien de gravé dans le marbre. On commence à travailler d'une question, on travaille sur une question, et il y a 10 autres questions qui sont soulevées. C'est un processus sans fin. Donc, par rapport à 10 ans par le passé, les questions sont complètement différentes. Un énorme travail a été fait par les personnels de santé. Nous n'en savons pas beaucoup concernant les familles d'anciens combattants. Il y a beaucoup de travail qui doit être réalisé sur les vétérans et leurs familles. Il faut savoir que
Nous avons cette notion de l'impact, des impacts au pluriel, les impacts sur la famille. Ceux-ci sont très importants. Les familles sont touchées par la qualité de vie et avant que l'on commence à parler à une exposition traumatique, la mobilité, la séparation parentale, les problèmes en termes de carrière professionnelle, les problèmes au sein de l'environnement marital, le foyer, les personnes qui conduisent des activités militaires également. Donc il y a 10 ans, nous travaillions en regardant comment cela pouvait évoluer. Et au cours des 10 dernières années, il y a eu une grande évolution par rapport à la santé des vétérans et leurs familles. Donc, des premiers travaux sur lesquels nous sommes penchés, c'était une euh, révision de ce que nous savions, ce que nous connaissons, comment est-ce que nous pouvons rassembler ces éléments afin d'avoir une vision beaucoup plus claire. C'est ce que nous savons aujourd'hui. Euh, que faudra-t-il faire demain? Il y a ce que nous savons aujourd'hui. C'est une course sans fin, mais il faut comprendre également comment le PTSD a ont un impact sur les enfants. Voilà, donc parmi les premiers travaux que nous avons réalisés en tant qu'équipe. Et vous allez écouter demain Dr Debbie Romb qui va parler de ces questions concernant les questions euh, touchant à la famille. Mais c'est un travail d'équipe. Il y a donc ces impacts que nous voyons sur les enfants. Il y a l'impact également que nous avons concernant les questions de santé mentale pour la famille, notamment lorsque il y a ces questions de transition. Nous avons des données, pas encore des publications concernant le rôle des familles. Lorsque les gens quittent l'armée et leur expérience lorsqu'ils quittent l'armée et leur vie après l'armée. Il y a des questions concernant l'impact. Ça n'est pas simplement tout ce qui est lié au traumatisme, mais également le lien à la mobilité dans les familles d'anciens vétérans. Et celles-ci souhaitent parfois avoir accès à des soins mentaux pour les problèmes mentaux. Si votre enfant a certains besoins, comme l'autisme par exemple, comment est-ce que cela pourrait avoir un impact sur votre expérience lorsque vous aidez vos enfants pour faire face à ce stress post-traumatique? Autre chose qui est également très intéressant lorsque l'on parle de la famille, des familles, ça n'est pas simplement les enfants ou la famille. Un élément très important, les familles ne sont pas toujours unies par un lien biologique. Il peut y avoir des parents, il peut y avoir une famille choisie, c'est pas toujours la famille biologique. Il faut en parler et une des études très importantes peut avoir un impact majeur. L'expérience des parents des anciens combattants blessés, c'est assez intense. Merci beaucoup à ceux qui ont travaillé sur ce processus, parce que nous avons compris pour la première fois comment est-ce que la question intergénérationnelle pouvait être traitée. Donc, au sein de l'arbre généalogique d'une famille, cela peut avoir un impact sur la famille étendue. Et ce que nous avons noté à ce titre, c'est que dans ces familles, les parents veulent avoir un rôle à soutenir euh, leurs êtres chers, notamment dans le cadre d'une exposition post-traumatique. Et ces parents veulent avoir un rôle à jouer. Les familles, les parents essayent de contribuer, il faut le savoir, à soutenir leurs enfants avec des ressources financières notamment, des ressources affectives également.
Il joue un rôle qui est très important, mais se semble parfois oublié et très souvent marginalisé. Comme Guy l'a souligné avec beaucoup d'à-propos, il y a différentes voies, différentes manières sur un traitement et cela peut également, devrait également inclure les enfants, les parents, les thérapies qui peuvent être proposées, les thérapies famille, thérapies de couple également. Comment pouvoir connecter la- l'élaboration étendue de la famille. Très important d'impliquer la famille dans le cadre des soins. Très important également que les parents puissent comprendre comment soutenir leurs enfants. Je pourrais parler de cela pendant des heures et des heures, mais maintenant, j'aimerais souligner l'importance d'un certain nombre de recherches et rebondir sur ce que Guy nous a proposé. Donc, nous avons réalisé une étude qualitative sur comment est-ce que les enfants faisaient face à leur expérience au sein d'une famille de vétérans souffrant de SSPT, de stress post-traumatique. Nous parlons ici de 30 000 articles qui nous ont aidés à de répondre à ces questions et avoir une méthode qualitative où les premiers impliqués étaient les enfants. Donc, même si nous avons étudié 30 000 articles, il n'y en avait que 12 qui étaient suffisamment pertinents et vous ne serez pas surpris qu'il est difficile d'avoir un écho favorable à nos travaux. Donc, je souhaitais souligner cela. Il y a énormément de travaux très intéressants lorsque l'on s'attache à la synthèse de nos études. Une des premières catégories que nous avons isolées, c'est que le climat familial est affecté. Les SSPT créent des traumatismes au sein de la famille et les enfants ont une réaction différente selon les cas. Il y a des problèmes émotionnels, une volatilité également. Des violences peuvent également être euh, soulignées lors de SSPT, les stress post-traumatiques. Ainsi, les SSPT peuvent être un frein à la construction d'une famille dans d'autres familles. Une autre étude, un enfant de 18 ans, son père souffrait de SSPT et a raconté quelle était la vie quotidienne, la routine de la famille. Ça n'est pas toujours l'acteur central, mais cela nuit à la relation parent-enfant, notamment participer à des événements sportifs, pouvoir s'asseoir, lire tranquillement. Si par exemple un parent souffre de SSPT, de stress post-traumatique. Donc cela est extrêmement gênant à la bonne convivialité au sein du foyer. Guy, Larissa et Polly, les enfants, comprennent, reconnaissent que quelque chose ne va pas. Ils essayent, à leur manière, de trouver des voies efficaces d'aller au-delà. Lorsque nous travaillons avec les enfants sur les échantillons des enfants, qui sont des enfants aujourd'hui, et notamment des enfants un peu plus grands. Nous avons travaillé sur ces deux groupes. Nous avons également la perspective des parents qui parlent des enfants et l'expérience au niveau des symptômes pour les enfants. Donc la vie familiale peut devenir obsessionnelle, difficile, et la plupart des commentaires que nous avons écoutés, donc il y a une adaptation anticipatrice. Comment comprendre
cette capacité à une très grande réactivité. On a entendu cela des parents souffrant de SSPT, parce que ça n'est pas facile pour eux. Lorsque l'on parle de l'expérience des enfants, il y a également l'expérience des parents. Il faut le comprendre. Donc il faut également comprendre comment les parents, comment font face à leur propre expérience concernant ces relations interpersonnelles et interactives. Maintenant, on peut étendre cela à d'autres membres de la famille. Par exemple, les enfants peuvent prendre soin de leurs parents. Il y a cette assimilation, rôle de parent, qui est très important pour les enfants parfois. Les enfants ont parfois le sentiment d'incertitude, d'insécurité. Lorsqu'ils ont un soutien social pour reconfigurer l'environnement, il faut bien évidemment essayer de trouver le bon équilibre. La relation familiale, les relations familiales, où nous voyons que les SSPT parentales peuvent vraiment être un véritable problème dans la relation parent-enfant. Cela est lié à la connexion émotionnelle. La plupart, j'ai envie de dire que quasiment exclusivement, les parents qui ont été représentés dans notre étude étaient des hommes, des papas, étaient certes physiquement présents, mais étaient assez absents d'un point de vue émotionnel. Les pères peuvent jouer un rôle très important pour essayer de euh, diminuer ces effets négatifs. Pas suffisamment de ressources concernant les mères hein, et leur action pour faire face à ces problèmes. Comment est-ce que l'intention des parents en termes de protection de leur progéniture par rapport à l'impact des SSPT, euh, comment est-ce que les enfants ont pu être sensibilisés à ces questions? De plus, il faut comprendre que euh, suffisamment, dans beaucoup de cas, nous n'avons pas suffisamment pu mettre les mots MOTS sur les mots MAUX, et cela a montré que les enfants n'avaient pas suffisamment d'idiomes ou d'outils pour faire face à ce qui se passait, expliquer ce qui se passait. Ce qui est encourageant, par contre, c'est qu'il y a des études plus récentes qui soulignent une plus grande transparence pour trouver euh, les bons mots, les bons euh, langages pour les enfants et pour leur permettre d'interagir avec leurs parents autour de ces questions. C'est quelque chose qui est important et c'est une tendance qu'il souvient de souligner. La polarité, notamment dans le cadre des SSPT parentaux, parentales, il y a beaucoup d'éléments qui nous amènent à penser que ces traumatismes sont beaucoup trop oubliés et ne sont pas traités de la manière avec laquelle Polly aurait aimé le voir traité. Lorsque les enfants ont une meilleure compréhension de ce qui se passe au-delà du comportement parental, il semble qu'il est beaucoup plus facile pour l'enfant de faire face. Et- parce que sinon, ils opèrent dans cet environnement rempli d'incertitudes et c'est très difficile de faire face, de personnaliser et d'intérioriser. Et cela n'aide pas toujours. Et je me suis trompé de diapositive, donc je passe à la bonne, excusez-moi. Là, j'ai un exemple des documents, un document qui a été publié. Nous en avons un autre également sur le problème de la santé mentale qui navigue le système de santé. Je pourrais vous donner des liens si vous les voulez. Et ça, ce sont les résultats sur les parents. Et en parlant un peu de cet examen quantitatif, je pensais que comme quelqu'un qui, là, j'aurais pu
Donc, désolé, me connaissant et les gens qui me connaissent savent que ce genre de problème par rapport à la technologie peut se produire. Alors, les personnes qui ont participé à cette étude en général, euh, la majorité étaient des adultes ou des enfants qui ont grandi mais qui veulent donner du sens à ce qui leur est arrivé. Et ils peuvent jouer un rôle important. Ces effets, c'est que si ce problème n'est pas traité pendant l'enfance, les effets sur le long terme seront importants. Ceci va le poursuivre jusqu'à l'adulte. Le fait de dire que les enfants sont résilients, j'ai eu beaucoup vous savez, le terme résilience est un mot qui est assez compliqué. Je sais qu'il faut faire très attention quand on utilise le mot résilient. Donc, les enfants sont des enfants. Ils peuvent être résilients, mais ce n'est pas une tendance chez les enfants d'être résilients. Nous avons pu voir au cours de ces derniers effets, ou les effets durables, c'est que les enfants peuvent vivre des difficultés psychologiques, émotionnelles, ainsi qui va le transmettre jusqu'à l'adulte. Les enfants peuvent souffrir de réactions psycho-émotionnelles. Ceci peut affecter leur bien-être, leur sommeil et les résultats à l'école. Les enfants peuvent avoir des émotions négatives et ceci va même par les relations qu'ils peuvent avoir. Certains parents parlaient de l'anxiété, la dépression qui a commencé à l'enfance et qui a perduré jusqu'à l'âge adulte. Les enfants peuvent se sentir responsables et les enfants peuvent ne pas se sentir capables d'être aimés, qu'on ne peut pas les aimer. Et ça les poursuit à l'âge adulte. Et c'est un sentiment qui persiste jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est là où les sentiments négatifs perdurent et ce qui démontre clairement la difficulté de vivre avec ces sentiments. Diapo suivante, c'est qu'il existe des parcours. C'est la partie la plus importante. Quel que soit l'espoir ou le rêve, pour changer la réalité, on peut changer on peut changer ce qui se passe. 4. Alors pour que les enfants puissent aller de l'avant, ils ont besoin d'assistance, ils ont besoin d'un connecter les pointillés et tu ne fais partie a de la sens et leur permet de comprendre ce qu'ils n'avaient pas quand ils étaient enfants. Être capable de voir ou mettre les choses en perspective, remettre les choses ensemble et se distancer des expériences peut créer un espace pour l'empathie. Pour certains, quand ils ont commencé à voir, certains de leur comportement qui ressemblait à ceux de parents, c'était un appel pour eux de rechercher des services pour régler leurs propres difficultés. Augmenter la compassion pour soi-même et pour les autres, l'acceptation et le pardon peuvent conduire à la réconciliation avec soi-même et à donner une seconde chance avec la famille également. Donc une meilleure compréhension. Dès que vous savez que ce qui se passe, c'est ce qui se passe, alors vous avez une façon différente. Ceci rajoute une couleur aux choses. Et il s'agit plus de blanc et noir. Maintenant, vous voyez les choses différemment parce que vous avez mis de la couleur. Vous créez des opportunités pour améliorer les choses. Il existe également une forte tendance ici pour les parents qui gèrent leur SSSPT en recherchant une thérapie et ceci les a aidés et a aidé les enfants pour aller de l'avant. Mais il doit y avoir c'est important d'avoir ce sentiment de régler ce problème. Et il est important d'inculquer aux parents, aux enfants qu'il est important de rechercher de la recherche et que ça ne va pas disparaître avec le temps, qu'il est important de traiter le mal. C'est là
où nous avons vraiment besoin de trouver des manières pour communiquer avec les enfants, pas seulement de l'exposition, mais le SSPT en soi. Comment allez-vous parler aux enfants de cela? Si on n'en parle pas au sein de la famille, comment on change la structure communicationnelle? Alors, ces choses-là ne vont pas changer d'eux-mêmes. Nous devons avoir une intervention au cours des systèmes. Nous devons avoir les cibler. Nous devons également donner les parents, aider les parents, développer des manières pour discuter les traumatismes au sein du SSPT, ce qui permet d'internationaliser la responsabilité et la faute de ces symptômes et comportements. Et pour répondre à la question qui a été posée auparavant, qu'est-ce que vous faites avec les parents ou qui sont coupables? Ça, c'est un dilemme, en fait. Les parents peut-être se sentent fautifs, mais les parents, et fois, les enfants eux-mêmes se sentent fautifs. Donc, vous avez ce sentiment d'avoir la honte. Alors, le traitement peut réduire cette expérience de honte qui n'a aucun objectif pour soutenir la famille pour aller de l'avant. Donc, ce n'est pas très effectif, en fait, ce sentiment de honte. Être capable vraiment de prendre le temps de l'espace. Ceci demande de l'énergie et des ressources pour entrer dans une période de perte de temps où vous devez parler de ce traumatisme c'est comme un travail en soi. C'est un engagement cet engagement doit se faire de traiter ce traumatisme pour aller de l'avant, être capable de recadrer le SSPT dans une perspective de systèmes familiaux plutôt que comme une condition individuelle qui révèle plusieurs traitements, pas seulement pour le PTSD, et nous l'avons entendu du docteur North, le rôle de la famille pour appuyer les enfants, et c'est bidirectionnel. Vous allez voir beaucoup de relations entre le travail qui doit être fait. Et c'est là où vraiment où on voit les considérations bidirectionnelles. Alors, il n'existe pas un effet singulier. C'est pas d'un service militaire vers le personnel, vers la famille seulement, mais c'est le sens contraire. La famille également affecte cette personne. Donc, nous sommes dans ce problème ensemble. Ce qui marche pour l'un devrait améliorer l'autre. Et c'est là où on voit la bidirectionnalité. Alors, docteur Nora vous en parlera demain, mais cette idée de la résilience familiale n'est pas un processus interne, c'est relationnel. Hein. Et nous devons être capables d'y voir d'une façon multidimensionnelle, de façon multidimensionnelle pour qu'on puisse soutenir les gens et pour avoir un meilleur bien-être. Nous avons besoin également appliquer de nouvelles méthodes. Et dans cette étude que j'ai effectuée dans le groupe Ed Richardson, dans la clinique à Londres, nous avons essayé de voir, nous avons interviewé les épouses. Nous les avons interviewées séparément pour voir leur expérience, des personnes qui guérissaient du SSPD ou CST et à quel point leur perception était importante et comment les épouses voyaient cette expérience, comment elles voyaient. Et non seulement vous devez vous voir vous-même et être responsable pour avoir du traitement, pour régler ces problèmes. Et ceci était souvent été le vecteur pour les anciens combattants. Les services pour leur stress traumatique étaient liés était lié à leur travail. Les familles savaient ou les anciens comme savaient qu'il y a quelque chose qui se passait pas bien, qu'il y avait quelque chose qui était problématique, qu'il y avait un traumatisme. Donc il était important de le reconnaître, de reconnaître ce traumatisme. Et les épouses étaient très importantes pour informer ces personnes, de dire que il existe ici une souffrance et il est important de guérir cette souffrance et d'y remédier. Ici nous mène vers cette prochaine phase et de comprendre
que les familles puissent se comprendre mieux dans leurs propres droits et pas seulement une extension de l'organisation, pas des fournisseurs de soins de santé, pas du tout, pas comme aidants, mais les familles jouent un rôle et ils ont leurs propres besoins, leurs propres, en tant que personne à part entière et pas seulement comme une extension de l'organisation, pas seulement en tant que soignants. Les familles jouent ce rôle important, mais elles ont leurs propres besoins et expériences dans leurs propres droits. Elles ont des équipes, elles ont les stratégies, les outils, des ressources, en fait, pour être capables d'agir en tant que soignants ou d'aidants quand ceci est requis. Nous avons cette tendance, en fait, de rendre la famille responsable et de ne pas leur donner les ressources. Donc, les familles portent beaucoup sur leur dos, portent le fardeau. Et il est important d'outiller les familles. Maintenant, nous sommes dans cet espace où nous essayons de réfléchir. Qu'est-ce que cela veut dire pendant les autres périodes de temps? Je sais qu'on avait dit que on connaît pas les familles de vétérans, on ne sait pas ce qui se passe à la maison, on ne sait pas ce qui se passe dans le foyer pendant la transition, alors qu'ils sortent de l'armée. Vous avez ici, vous avez ici, euh, vous avez là, vous avez en face de vous les écarts. Alors, cette expérience de transition met l'accent sur le militaire qui devient un ancien combattant. Euh, Là, vous avez un article qui vous explique l'expérience de la famille, le parcours familial. Et ce parcours familial doit être pris en considération. Certaines familles comptent sur les tours guidés, d'autres vont planifier leur propre voyage, essayer de comprendre les besoins de la famille et réagir au fur et à mesure. Vous devez réfléchir au cycle familial et la préparation de la famille, car chaque membre de la famille est à une étape différente par rapport à cette transition. Donc, être capable de réfléchir à ce type de choses. Nous savons, par exemple, que les familles de militaires à transitionner de la vie militaire vers le civil ne sont pas bien connues. Ce sont l'une des choses que les familles qui vont impacter les familles. Les personnes qui quittent l'armée vont connaître une transition. Il est important qu'on soit informés de leur parcours, parce que les familles généralement sont en arrière-plan et d'un seul coup, on doit les ramener au premier plan. Et la famille devient un système, une unité. Et il est important de réfléchir à leurs besoins et leurs capacités ou à les familles qui se portent bien veut dire que tout le monde se porte bien. D'accord? Dès que la famille se porte bien, le reste. L'une des choses que nous effectuons de façon un plus élargie et qui nous permet de voir quels sont les écarts que nous trouvons à travers le spectre des familles et la sécurité des familles militaires, nous recherchons notamment à mieux comprendre où sont les familles dans ce parcours. Nous comprenons que dans ces communautés qui sont définies par la relation d'une personne au travail, l'accent sera mis sur la personne qui fait le travail. Mais la nature du style de vie de la famille est faite d'une manière que la famille est un peu l'accompagnateur, mais on ne prend pas en considération. Mais il y a une année et demie, une année et demie, nous avons fait un travail avec un groupe et nous voulons accroître la recherche sur d'apporter une visibilité plus accrue sur ces familles. Je discutais avec un collègue ce matin et cette idée de s'asseoir et de dire et de montrer ce bout de papier qui dit et les familles, qu'en est-il des familles? On veut le faire, on veut dépasser cette phase. Et nous, avec Larissa et Polly hier, nous avions vu la structure et nous avons pu voir que la famille est au cœur de la structure. Nous voulons construire cette structure, renforcer cette structure et voir la famille dans le cadre de ce système, bien sûr et de ce spectre d'anciens combattants. Nous allons voir comment ces familles sont importantes dans leurs propres droits,
pas seulement dans leur capacité au service à travers le vétéran. Les familles soient servies en leur propre expérience et par rapport à ces emplois qu'occupe le père ou la mère, hein. Alors, je ne vois pas d'où cette ligne rouge vient. Je ne l'ai pas mis en tout cas, mais sachez que je ne vois pas pourquoi il y a du rouge. En tout cas, ça c'est le groupe. C'est le groupe, c'est notre annuel, c'est notre conférence annuelle, comme vous pouvez le voir. Nous avons un groupe de personnes, nous avons beaucoup de personnes, plusieurs provinces, plusieurs disciplines représentées et nous travaillons sur plusieurs types de recherche, de ressources et nous les développons. L'une des manières avec laquelle dont nous travaillons depuis le passé, nous avons mis en place un partenariat avec l'Université de Toronto et vous allez voir les résultats virtuellement dans l'espace de pavillon et on va avoir des informations sur le bien-être des familles. Et c'est ce que nous essayons de comprendre, la dimension de style de vie, les dimensions familiales et par rapport à l'ISMP et qui est et ça et qui est au centre de notre recherche et de notre mandat. Nous essayons d'encadrer la discussion, de donner aux personnes des informations, des ressources pour que les familles puissent mettre en place des stratégies pour faire face aux changements qui se passent par rapport à la transition, mais également les familles qui souffrent quelques problèmes. Et donc, on aimerait les informer que des cours existent, mais également des outils et d'assistance. Nous avons besoin d'une rétroaction. Ceci est financé par l'Agence canadienne des soins de santé. C'est un grand projet sur lequel nous avons travaillé au cours de l'année dernière et ceci est intéressant. Alors que nous passons vers le processus pour développer les choses, l'une des choses que nous avons pu voir, c'est qu'on ne sait pas comment cette dimension de style de vie impacte les familles. Donc, nous savons, par exemple, qu'avec les familles militaires qui ont été définies traditionnellement et qui vivent des difficultés euh, affectés par la mobilité importante, mais également le fait qu'un des parents quitte ou bien les deux parents quittent la famille pendant un certain moment. Nous avons remarqué qu'il y avait un oui, mais non, mais pas très sûr. Ce que nous avons pu voir, c'est que il y avait une constellation de cette dimension familiale autour de la mobilité, autour du risque, autour de la logistique, autour de d'identité. Et il serait très intéressant d'utiliser ces éléments pour ancrer nos compréhensions concernant ces femmes, utiliser ces encres pour construire ce que nous ne savons pas sur les familles. L'un des domaines que nous pensons serait d'intérêt est d'essayer de comprendre comment les familles d'anciens combattants sont liées à leur communauté, qu'ils quittent ou dans lesquelles ils rentrent et ce dont ils ont besoin pour transitionner et dans ce processus de transition. Ceci nous mène vers la grande image où nous allons, ce que nous construisons, nous recherchons un tournant ou un rond-point. Nous mettons des subventions de partenariat avec des groupes de recherche, avec des familles, avec une variété, une myriade de centres de recherche qui appuient les familles à travers les secteurs de la défense et de la sécurité ou de la sûreté publique. Nous essayons de mettre en place un écosystème de recherche afin de coordonner la recherche d'une manière pour que cette recherche puisse soutenir ceux qui développent des programmes et des politiques à travers ces secteurs de façon efficace et efficiente. Pour ceux qui réagissent, vous connaissez le travail que nous effectuons. Nous voulons avoir un rond-point qui est fonctionnel, qui est bien établi, qui est interdépendant, harmonieux et nous voulons des relations harmonieuses, cohérentes. C'est comme ça que nous pourrons croître, aider les écosystèmes de recherche sur les familles et essayer également d'aider ces familles
à travers les recherches et le développement que nous mettons en place. Il existe plusieurs manières de rester en contact avec nous, comme vous pouvez le voir. Il y a tellement de choses sur lesquelles nous pouvons parler, il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Larissa pour les questions. Merci beaucoup. Vous savez, c'est exactement ce que Paulina, ce qu'on recherchait quand on parlait de concept au cours de ce sommet. Au cours de votre présentation, vous avez parlé de beaucoup de validation pour moi et ma famille. Et c'est là où on s'est dit, oh mon Dieu, j'ai pris tellement de notes parce que nous allons discuter après la présentation. Nous n'avons pas eu le temps d'en discuter auparavant. J'ai beaucoup de choses à dire à Heidi. Alors la première chose, j'aimerais parler, beaucoup de personnes parlaient de vos références, des ressources qui sont disponibles. Alors, je voulais dire à tous que, à travers le sommet, vous aurez des documents qui vont être disponibles sur les plateformes et dans les pavillons des plateformes. Il y aura beaucoup de conversations. Certains posaient la question, est-ce qu'il y aurait des sous-groupes, pas seulement dans le Zoom, mais beaucoup se passe dans le chat en matière de discussion dans ce sommet. Alors, vérifiez le chat. Quelle information! Alors, j'ai pu apprécier également quand vous parlez d'impact intergénérationnel. Merci de reconnaître les parents. Merci de reconnaître également leur impact et leur accès aux ressources qui est important pour l'épouse, l'époux ou bien les enfants. Et donc, je veux juste voir si je peux arriver à certaines de ces questions que j'ai ici. Quelqu'un pose la question, est-ce que vous avez des chercheurs qui parlent français, qui travaillent un doctorant et qui pourraient faire une présentation en français? Et nous avons certaines personnes qui parlent français. Nous avons certains collègues francophones à l'Université de Montréal dont notre équipe a grandi. Donc, contactez-nous et on se fera un plaisir de voir pour aider les anciens combattants, car nous savons que nous avons besoin de recherche en langue française. Excellent. Et nous avons quelques questions. Une spécifiquement, c'est une question qui porte sur la diversité. Quelqu'un qui pose la question, est-ce que les chercheurs sont faites par rapport aux époux mâles, hommes, ou est-ce que les recherches ciblent également les familles non traditionnelles? Une autre question pose la question, est-ce que des recherches prend en considération la réponse genrée des enfants, que ce soit entre les filles et les garçons, ou même il, elle et il ou elle avec S. Ou je dirais que nos efforts pour recruter les familles qui représentent une diversité de la famille n'avons pas réussi à recruter des familles un peu différentes. La majorité des familles que nous avons recrutées sont des maris, des hommes qui et l'intervenante des hommes qui partent, qui sont déployés, et c'est la femme qui reste à la maison. Nous n'avons pas eu d'exemple, nous n'avons pas pu recruter par exemple des couples. Apparemment, nous avons perdu beaucoup. Alors, malheureusement, on n'a pas pu avoir des exemples. Je sais que la représentation n'est pas très, très représentative nous n'avons pas cette diversité. Nous n'avons pas pu recruter les différentes parties prenantes de la société. Par exemple, les couples non conventionnels et même par rapport au genre. Quand nous étions en train de faire l'étude sur les époux affectés par le PTSD, on avait un autre parent qui nous contactait et disait j'aimerais participer. Mais il rentrait pas dans l'étude. Et là, on s'est dit comment on va faire? Et donc, si nous n'avons pas une manière d'entrer dans la population, si nous n'avons pas de coordination, notamment par rapport aux familles d'anciens combattants, c'est que cette étude de parents est la partie la plus difficile. Je pourrais vous dire, en matière de recrutement, c'était la chose la plus difficile. Comment allez-vous trouver les parents de vétérans ou d'anciens combattants qui n'ont pas qui ne sont pas passés, qui ne sont pas reconnus dans le système? Comment allez-vous trouver les personnes qui sont invisibles? Comment allez-vous créer une condition
pour avoir plus de visibilité pour ceux qui ne sont pas vus. Et ceci devrait faire partie de notre collectif. Alors, ma vidéo a disparu. Ceci doit faire partie de notre objectif collectif d'intentionnellement rechercher une plus grande diversité et des perspectives différentes, pas seulement par rapport à la structure familiale, mais que les deux parents, par exemple, les perspectives, le service, les deux parents qui déployaient à l'extérieur, mais les membres de la communauté qui ne sont pas représentés. Nous avons arrêté votre vidéo parce que on vous a perdu. On vous a perdu parce qu'on s'est rendu compte qu'on vous a perdu. On voulait vous écouter. Excellent point concernant les participants de recherche, à la recherche, dans la recherche. Les familles de vétérans doivent participer afin d'avoir des données. Et on sait que beaucoup de membres membres des familles ne peuvent pas comprendre la recherche. Donc, je vous encourage. Si vous voyez des opportunités de recrutement en ligne sur les réseaux sociaux, prenez-y part pour exprimer vos points de vue, pour participer. Vous savez pourquoi? Parce que en participant à ces recherches et en représentant les différentes facettes de notre communauté, ceci facilitera le parcours pour nos enfants, mais pour la prochaine génération. Donc, je vous encourage, j'encourage les personnes à prendre cela en considération. C'est comme ça que nous pourrons créer le changement et pour éviter que des choses puissent se produire. Sur ce, je vois que Polyap vient juste de se joindre à nous. Alors, je vais donner la parole à Huff. Merci beaucoup, docteur. Je peux tellement rebondir sur ce que vous avez dit et nous avons tellement appris, tellement de choses. Vous savez, sur les familles, en tant qu'anciens combattants, les familles qui sont présentes ont des expériences et des rôles différents. Et c'est quelque chose qui est mis en lumière pour moi en tant qu'ancien combattant, comme ancien membre des forces armées canadiennes. Chose auquel je n'ai jamais prêté attention dans le passé. En étant responsable par rapport à mon diagnostic, mais également ramener ce collectif. En ayant tous ces éléments ensemble, on peut faire face au PTSD, à ce symptôme, cet éléphant qu'on ne peut pas toujours manœuvrer dans la salle. Nous devons manœuvrer cet éléphant de façon pour faire attention à tout ce qui nous entoure. Deuxième élément, c'est que merci d'avoir été présente, de parler des familles traditionnelles. C'est vrai, il existe beaucoup de familles non conventionnelles et non traditionnelles qu'il faut couvrir, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci, j'apprécie cette opportunité. Si vous avez des questions, contactez-moi, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Là, c'est mon chien ou mon chat. Enfin, le chien, désolé, c'est mon chien. C'est les chiens qui veulent, je suis étonnée qu'ils aient pas aboyé, mais ils veulent quand même montrer qu'ils sont là. Alors, il y a tellement de choses à faire et je vous remercie Atlas d'avoir créé cet espace, de créer cette structure et l'infrastructure familiale, d'exprimer les perspectives des uns et des autres. Mais en tant que rechercheuse, je voulais étendre et renforcer cette relation avec les familles. Merci pour cette opportunité qui m'a été donnée. Merci beaucoup pour votre temps. Polly, à vous la parole pour quelques observations. Waouh! Vous savez, j'ai tellement de choses à dire, hein. J'ai tellement de choses à résumer. Vous savez, il y a tellement de points qui ont été exprimés. Vous et moi, nous les avons mentionnés, nous en avons discuté beaucoup. L'une des choses qui m'a vraiment affectée, c'est l'éléphant dans la salle. L'éléphant dans la salle, c'est qui affecte tout ce que nous faisons. Nous avons déjà attesté dans le passé que nous étions là, mais notre vie peut revenir à cette période du passé parce que c'est la vie, vivre avec le PTSD, avec ce syndrome, euh, euh, parce que c'est ça ce qui existe dans notre vie. Donc, je suis ravie de voir toutes les recherches qui ont été effectuées, comment on avance de l'avant, comment on va de l'avant, désolé, et comment
comment on peut voir la perspective des parents, la perspective de la famille. Vous savez, quand les enfants étaient en Afghanistan, les parents soutenaient leurs membres, leurs enfants, et certains membres sont revenus de l'Afghanistan. Ils avaient besoin de l'assistance de leur famille. Mais malheureusement, de temps en temps, quand les personnes ou les membres de l'armée reviennent vers leur famille, ils ont perdu le père ou la mère, ou ils n'ont pas cette assistance. Et il est important de reconnaître que il existe, même si la famille n'est pas là, il y a d'autres familles qui sont là. Et j'aimerais mettre en lumière le travail extraordinaire que Heidi a fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa présentation sera disponible dans le pavillon des intervenants. Et même après le sommet, vous pouvez toujours la contacter après le sommet pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, nous apprécions toutes les questions que nous obtenons, que vous êtes en train de poser, et votre participation est importante. Alors, je pense que nous allons passer vers la pause parce que l'esprit ne peut absorber, mais le corps ne va pas suivre. Alors, je pense que Teresa, 10-15 minutes, je pense que nous revenons vers 15, dans 15 minutes. Alors, quel que soit l'ajustement, d'accord? Alors, on va revenir dans 15 minutes et puis nous allons poursuivre avec le prochain intervenant. Dès que je dis go, allez, alors vous avez 15 minutes de pause. Alors, profitez de cette pause, marchez, buvez quelque chose. On vous voit dans 15 minutes. Go, allez-y, pause.